Première partie, la méthode phénoménologique et son contenu effectivement réel. Chapitre 1er, l'intuition des essences. Paragraphe 1, la technique de la variation. La phénoménologie a commencé par une ontologie. Il s'agissait par-delà les interprétations psychologistes qui transforment le réel en un assemblage d'états de conscience, de revenir aux choses mêmes et retrouver le sens de l'être dans la plénitude de sa vérité. Ce fut précisément sur la notion même de vérité obscurcie par l'empirisme régnant que s'exerça le premier effort de l'analyse husserlienne. Il visait à rétablir le concept de l'être dans toute sa dignité et l'enthousiasme qui accueillit le premier tome de Logisk Untersuchungen démontrait qu'il y avait également de l'authenticité de l'existence humaine. Alors que les logiciens contemporains prenaient la science comme un produit de la conscience subjective et renvoyaient les lois logiques à la psychologie, Husserl restitue avec une précision sans égale le sens même de la connaissance comme connaissance de la vérité. Quand j'énonce une proposition comme vraie, il est clair que je la prends dans son objectivité idéale, comme valable pour tous et pour toujours. Dès lors, les conditions logiques sans lesquelles il n'y aurait aucune vérité possible ne sauraient dépendre des états psychiques du sujet réel. Elles définissent l'essence de la vérité, telle qu'elle est en soi et telle que la reconnaît nécessairement le sceptique lui-même en tant qu'il soutient une théorie et la pose comme vraie. Et de fait, quand le logicien déclare que de deux propositions contradictoires, l'une est nécessairement fausse, il ne se fonde pas sur l'observation des faits de conscience, mais bien sur une intuition intellectuelle où la non-contradiction s'impose à lui comme appartenant à l'essence même de tout énoncé valable. Ainsi, la critique du psychologisme brillamment menée dans le premier tome de Logisk Untersuchungen aboutissait à rétablir la validité de la notion d'essence en la fondant sur une évidence de nature particulière, Einsicht in das Wesen Ideation. Le mouvement même de la démonstration impliquait d'ores et déjà la possibilité d'une généralisation indéfinie, puisque le tort radical du psychologisme est de dissoudre l'objet dans une succession d'états de conscience. Son absurdité se démontrera pour chaque mode de l'être. Chaque existant devra donc se définir tout d'abord par son essence propre, ce sans quoi il n'aurait pas son sens d'existence. La conséquence n'est pourtant pas encore explicitée dans le premier tome que nous venons de citer. Il manquait une méthode de thématisation qui seule pouvait donner une signification effective à la théorie. La définition précise de l'intuition des essences dans le second tome de l'ouvrage permettra d'élaborer une doctrine de l'être, tel qu'il s'impose indépendamment des circonstances contingentes de ses réalisations en tant qu'il en fonde la possibilité a priorique et du même coup la vérité des actes subjectifs de la conscience qui les saisit. Chose assez curieuse, la technique de la Wesensschau apparaît à l'occasion d'un rapport familier aux empiristes, le rapport du tout à ses parties non séparables telles la couleur et l'étendue dans l'objet visuel. C'était là, il convient de le rappeler, le fond de l'argument de Berkeley. Il ne peut pas y avoir une idée abstraite de la couleur ou de l'étendue, puisque précisément elles ne peuvent être posées à part. L'originalité de Husserl a consisté à dégager le sens de cette remarque. S'il est impossible d'avoir une couleur sans une surface, c'est qu'il appartient à l'essence de la couleur de n'apparaître que sur une surface. Là où Berkeley croyait réfuter la possibilité de sortir du sensible, Husserl voit précisément le moyen de thématiser les idéalités pures. Toutes les fois que nous constaterons une inséparabilité du genre de celle que nous venons de décrire, nous nous en servirons pour définir une essence. J'aurais beau m'imaginer toutes les couleurs possibles sous toutes les formes que je voudrais, je ne pourrais jamais supprimer la surface puisque la couleur disparaîtrait du même coup. La conscience d'impossibilité définit une condition de possibilité, une loi a priorique. On sera tenté de se demander si nous ne prenons pas pour essence ce qui n'est qu'une propriété de l'imagination. L'impossibilité dont il s'agit pourrait tenir à des circonstances empiriques. En fait, l'auteur vise moins l'intuition à réaliser que la possibilité de la chose même. Ainsi, il est clair que les objets concrets ne sont pas non plus perçus à part, ils se détachent toujours sur un arrière-fond dont la nature est souvent imposée par la force de l'habitude. Il n'en reste pas moins qu'il pourrait exister à part que cela est imaginable, c'est-à-dire pensable. Dans le cas de la couleur, nous nous heurtons à une impossibilité absolue qui repose sur la nature même des choses.
Il ne s'agit pas d'une condition psychologique de la représentation intuitive. Ainsi, je ne peux me représenter une tête sans qu'un corps apparaisse, plus ou moins nettement pour la compléter, mais d'une loi ontologique de l'être même. Il ne peut pas y avoir de couleur sans étendue parce que cela n'est pas pensable. Ce texte ne saurait présenter aucun mystère pour le lecteur habitué à la notion d'intentionnalité, alors que les empiristes, prenant les états de conscience comme des choses, ne pouvaient définir la non-séparabilité de la couleur que par l'impossibilité de réaliser une sensation à part, l'impossibilité d'une conscience. L'analyse husserlienne montre qu'il s'agit d'une conscience d'impossibilité. C'est la nature de l'objet lui-même qui est visée, donc connue dans une telle expérience. L'argumentation des empiristes est retournée par une thématisation. Nous entendons l'acte de constituer en thème d'étude l'impossibilité de séparer la couleur de l'étendue est éprouvé dans la conscience vécue de soi. L'empirisme la réalise en concept psychologique et parle de l'impossibilité d'abstraire deux sensations, ou plutôt deux aspects d'une même sensation. Le phénoménologue la thématise en concept intentionnel et dévoile le sens de cette conscience vécue d'impossibilité. C'est la couleur elle-même qui est inséparable de l'étendue. Où le sujet se révèle comme porteur du sens de l'être. L'intervention de l'analyse intentionnelle provoque un renversement dialectique qui permet à la description subjective d'atteindre notre objectivité. Nous voyons ainsi s'esquisser une technique qui permettra d'étudier systématiquement le domaine des essences. L'essence comme condition de possibilité sera révélée dans une conscience d'impossibilité. Ce que l'on ne saurait supprimer sans détruire l'objet lui-même est une loi ontologique de son être appartient à son essence. Le procédé par lequel nous pouvons créer méthodiquement cette conscience en nous est la variation. On partira d'un objet quelconque comme modèle, on le variera de façon totalement arbitraire. Il se révèle alors que la liberté ne saurait être absolue, qu'il y a des conditions sans lesquelles des variantes ne seraient plus variantes de ce modèle, des exemples de la même espèce. Cet invariant identifié à travers les différences, des Kung im Widerstreit définit précisément l'essence des objets de cette espèce, ce sans quoi il serait inimaginable au sens d'impensable. On remarquera que la variation n'est pas proprement parlé un jeu de l'imagination. Il ne s'agit pas de dégager l'élément commun à tous les cas qu'on a effectivement imaginés, puisqu'en fait leur nombre est nécessairement limité et que l'invariant doit s'imposer à tous les cas possibles. Ce qui importe, c'est la forme d'arbitraire, Beliebigkeitsgestalt, dans laquelle se déroule le mouvement et dont nous prenons une conscience immédiate dans le sentiment vécu du « je peux ». Possibilité et impossibilité sont éprouvées dans une évidence actuelle. Ainsi se réalise l'intuition originaire, la perception des essences, l'eidos est saisi lui-même comme l'être de l'objet, ce qu'il est nécessairement en tant qu'objet de telle nature. Ainsi la chose, on distinguera la chose comme objet matériel, das Ding, de la chose même, die Sache, Sache, Selbst. Il s'agit en ce dernier cas de tout objet en général en tant qu'il peut être donné dans l'intuition correspondante. La terminologie husserlienne prête du reste à la confusion. Le terme Sache, Sache, employé seul désignant la simple chose, en dehors de ses prédicats de valeur et d'action. Ainsi, la chose, objet de la perception sensible, est un ensemble spatio-temporel pourvu de qualités secondes posées comme substance et unité causale. Une telle définition constitue son essence en tant qu'elle ne serait plus une chose si l'un de ces éléments lui manquait. On peut l'éprouver directement par la variation. L'essence s'y révèle en personne comme invariant. Elle nous y est donnée non bien entendu comme une chose, mais précisément comme une essence, dans le monde d'évidence qui lui est propre. La notion d'une intuition eidétique n'a rien d'une hypothèse métaphysique, elle s'impose dans son effectuation même. L'existence de l'eidos est démontrée par sa présence même que nous pouvons obtenir grâce à la variation. Paragraphe 2. Idéalité pure et idéalité empirique. L'extension de la notion d'intuition aux objets universels provoque en général une réaction hostile. N'est-ce pas réaliser l'idée, en faire une chose, un donné qu'il faudrait accepter passivement du dehors? L'objection repose simplement sur un malentendu. L'intuition telle que la conçoit la phénoménologie n'est en elle-même ni active ni passive. Elle ne se définit dans sa forme effective que par rapport au genre d'être dont il s'agit. L'intuition des idéalités se révélera justement comme active et même créatrice. Erzeugung, Schöpfung, la notion d'opération ne contredit pas celle d'intuition, puisque l'idée n'est donnée elle-même que dans une opération. L'intuition n'est rien de plus que l'acte même de la connaissance, en tant que la connaissance est saisie de l'être par opposition aux intentionnalités vides du simple discours.
En tant que l'essence peut être sujet logique de prédication légitime, elle doit pouvoir être donnée puisque ce qui est vrai d'elle est vrai d'elle-même et renvoie nécessairement à une intuition originaire où elle est saisie elle-même. La doctrine de la pluralité des modes d'intuition et corrélativement des modes d'existence correspond à la structure même de l'évidence phénoménologique, mais la méthode eidétique pose un autre problème, beaucoup plus grave. L'eidos est une idéalité pure. Il faut dire idéalité de préférence à universalité. Le contenu purement intelligible d'un objet singulier se définit comme essence de substrat. Radicalement indépendante de toute perception effective des individus réels. La Wesensschau définit un système des lois a priori qui s'impose aux sciences de fait en tant qu'elles doivent toujours se conformer à l'essence de leur objet. On peut alors se demander ce qui peut nous garantir des empiètements de l'expérience au sens ordinaire de ce terme. Il ne saurait évidemment être question de confondre la variation avec le processus vulgaire d'abstraction et de généralisation. Nous avons déjà remarqué que l'invariant n'est pas obtenu à proprement parler par une comparaison, puisqu'il doit être commun à toutes les variantes possibles et qu'on n'en imagine en fait qu'un petit nombre. Il se révèle dans une conscience d'impossibilité qui se motive par la présence de l'essence elle-même. Les idéalités empiriques, objets des concepts ordinaires, sont liées à leur réalisation effective. Leur extension infinie en droit est limitée en fait par les cas individuels sur lesquels elles ont été établies. Que l'expérience fasse surgir les données nouvelles, nous serons obligés de les réviser. Un tel danger ne saurait menacer l'eidos, qui ne dépend en aucune façon des exemples qu'on a pu en donner. Ils sont par définition ce qui n'est possible que par lui. Mais une autre objection se présente, la variation ne se confond pas avec une abstraction fondée sur une comparaison empirique. Est-elle autre chose pourtant qu'une analyse purement logique des concepts comme tels? L'invariant, c'est ce sans quoi les variantes ne seraient plus des variantes du même modèle, des objets du même genre. Il ne s'agissait donc que de définir ce genre en lui-même. Son essence n'est que le contenu de son concept qui, en tant que déjà constitué, se pose évidemment dans son être intelligible comme indépendant de l'expérience au sens ordinaire de ce terme. Mais ce contenu lui-même ne s'est-il pas à l'origine dégagé de données empiriques? Si j'essaie d'obtenir par variation l'essence du signe, je trouverai parmi ses attributs eidétiques la blancheur. Un signe qui ne serait pas blanc ne serait pas un signe, mais cela n'a été vrai que jusqu'à la découverte des signes noirs. La variation est un procédé commode pour expliciter le sens de le concept et préciser ce que nous entendons quand nous parlons de tel ou tel objet, mais le concept renvoie à son origine. Il est toujours loisible d'analyser une notion que nous possédons déjà. Mais toute la question est de savoir comment, en fait, elle a été constituée. La réponse de l'auteur est parfaitement nette. Nous ne nous préoccupons nullement de la genèse empirique de nos représentations. Tout concept peut se prendre dans son contenu propre comme pur possible. Il y a évidemment une pluralité infinie d'essences dont quelques-unes seulement sont réalisées, mais chacune existe en elle-même dans son être idéal indépendamment des conditions de son insertion dans le monde. Elle peut dès lors toujours être définie comme telle. L'eidos est indépendant de l'expérience au sens ordinaire parce que nous ne nous référons dans la variation à aucune expérience réelle ou possible. Les exemples sont pris comme de pures possibilités où nous n'avons qu'un contenu intelligible sans aucun rapport avec une situation quelconque dans le monde réel. L'essence définie dans la variation se présente comme un absolu dans le monde d'existence qui lui est propre, à savoir le pur possible. Dès lors, nous n'avons plus à poser le problème de la distinction de l'empirique et de l'eidétique. Tout concept pris en lui-même désigne une essence. Il y aura une essence de l'arbre, une essence du rouge, une essence du centaure. Nous retrouvons une notion bien connue dans la tradition philosophique. Mais les difficultés également classiques vont immédiatement revenir. On semble éliminer le vieux problème des rapports de l'essence et de l'existence en se réfugiant dans la région du pur possible. Peut-on pourtant s'y maintenir indéfiniment? En fait, la motivation authentique des recherches eidétiques exigeait un retour au réel. Paragraphe 3. Signification véritable de la notion d'essence. La réduction de l'eidos au pur possible le garantissait a priori de toute atteinte de l'expérience. Ainsi, les amis de la forme s'étaient soustraits aux attaques des enfants de la terre dans la gigantomachie célèbre que raconte Platon dans le Sophiste. Mais poser l'intelligible à part, c'est le rendre inutile. En fait, l'essence dans sa notion originelle ne concernait pas le pur possible, mais bien la possibilité du réel. Elle ne se place au-dessus de l'objet effectif que pour définir le sens de son objectivité. Nous avons déjà remarqué dès le début la signification ontologique de la théorie. Le premier tome des Logische
Kühn-Zegen oppose au scepticisme la nécessité de respecter les conditions dans lesquelles aucune théorie ne serait possible, pas même la théorie sceptique. Ces conditions constituent l'essence même de la vérité, ce qui fait que la vérité est vérité. Il ne s'agit pas bien évidemment d'une vérité possible, au sens où elle se poserait absolument à part des vérités effectives. L'essence de la vérité définit les conditions de toute vérité possible en attendant par cette dernière expression non pas quelque être idéal, simplement possible, mais bien la vérité elle-même en tant qu'elle est possible. Cette possibilité, c'est son être même, ce qu'elle est authentiquement. L'intuition des essences sous sa forme originelle se portait directement sur l'être même de la chose, l'être de l'existant. Les recherches éthiques ne visent pas de simples analyses de concepts, mais la constitution d'une ontologie universelle. Avant d'étudier les faits, il convient de définir l'essence qui constitue leur être. La physique n'est possible que si l'on sait d'ores et déjà ce qu'est un fait physique en tant que tel. Et effectivement, la science de la nature n'a existé comme science qu'à partir du jour où Galilée découvrit que l'être du physique consistait dans son être mesuré. La même condition s'impose à toute étude positive en général, en tant que la conceptualisation de ces faits se trouve nécessairement soumise au sens de leur être. Ainsi, nous n'aurons jamais de psychologie valable tant que nous n'aurons pas défini l'eidos du psychique, ce qui fait que la psychique est psychique, ce sur quoi il faut faire porter notre attention si nous voulons saisir le psychique comme tel. Chaque genre d'existant, en tant qu'il possède un être original, constitue un domaine particulier avant de s'engager dans la recherche expérimentale. Il convient donc de préciser dans quelle région on va la poursuivre. Il est clair que l'être n'a pas le même sens pour le physicien et le psychologue. Ce qui existe pour le premier, c'est une certaine unité spatio-temporelle posée comme un en soi en relation causale avec d'autres en soi. L'être du psychique, au contraire, se confond avec son apparence, c'est une unité monadique dans le courant du vécu. La phénoménologie eidétique se donne pour tâche de décrire les diverses régions de l'être dans leur structure propre de manière à préciser la partie pure des sciences positives qui les étudient dans l'expérience. Les lois eidétiques définissent les conditions de possibilité de la connaissance empirique différentes pour chacun de ces domaines. Elles sont indépendantes du réel non parce qu'elles sont en dehors de lui, mais parce qu'elle le précède et lui donne le sens de son être. Telle est la signification originelle de la notion d'essence. Une explicitation plus radicale nous aurait amené à effectuer le retour à un moi constituant. L'essence comme sens de l'être se réfère manifestement aux intentionnalités de la conscience transcendantale. Mais la méthode eidétique l'étudie sur le plan de l'objet, attitude commode et nécessaire pour préparer le terrain à des recherches plus profondes. L'analyse conceptuelle de l'essence des diverses régions de l'être nous trace des cadres pour l'étude des actes qui les constituent. Mais la méthode débordait son objet. La variation ne s'appliquait pas seulement aux concepts proprement ontologiques, mais encore à tous les concepts en général. Il y aura une essence de la maison, une essence du centaure comme une essence de la vérité. La thématisation de l'eidos comme objet ne laissait qu'un moyen pour le préserver de l'empirique, le définir comme un possible pur, mais c'était lui enlever ce qui faisait sa raison d'être, à savoir son rapport au réel. L'essence est authentiquement le sens constitutif de l'être. Dans la variation, elle se confond avec les simples significations. On remarquera que d'un point de vue strictement logique, il ne peut y avoir sur le plan du pur possible qu'une nécessité analytique. La variation ne fait que préciser le contenu d'un concept en éliminant tout rapport à l'existence. Si l'on veut comprendre la valeur synthétique a priori des lois d'essence, il faut remonter à l'origine du possible dans l'expérience au réel lui-même, en tant qu'il se dévoile dans le sens de son être. L'imagination opère sur des chaînes qui impliquent même une perception antérieure, la structure de l'être lui-même définissant la forme dans laquelle on peut l'imaginer. Paragraphe 4. Difficulté de l'objectivisme des essences. Le retour au sujet. Nous n'insisterons pas sur les multiples problèmes que soulève sur le plan philosophique la description des essences. Son rôle véritable est simplement préparatoire. La commodité de la méthode a pu enthousiasmer les disciples de la première heure, mais l'eidos, malgré les apparences, est encore dans le monde, et la phénoménologie proprement dite ne commence qu'avec la réduction. Mais s'il ne saurait être question de nous livrer ici une réfutation détaillée de la doctrine mondaine de l'essence, et mondain tout ce qui est antérieur à la réduction transcendantale par laquelle précisément nous sortons du monde. Les sciences a prioriques, matérielles et formelles se rapportent au monde en tant que les essences qu'elles étudient sont encore essences de ce monde.
telle qu'elle s'élabore au sein de l'attitude naturelle, il convient du moins de signaler le caractère nécessaire de ces difficultés dans la mesure où elles dérivent de l'essence, au sens authentique de l'objectivisme logiciste. Comme nous l'avons déjà vu, traiter l'eidos comme un objet, c'est se condamner à confondre le possible en tant qu'il fonde le réel avec le pur possible défini par l'exclusion de tout rapport avec lui. Ainsi, l'existence mathématique se caractérise précisément par l'élimination de principe de tout problème d'existence. Cette chute de l'ontologique dans l'ontique se traduit encore d'une autre manière, comme toute signification considérée en elle-même, en faisant l'abstraction de tout rapport à l'objet, constitue une essence, le domaine eidétique s'étend de façon démesurée. Tout existant pris dans son pur contenu intelligible aura son essence singulière. Pour la logique, on ne se contentera pas d'étudier le sens de la notion de théorie en général. Il faudra construire toutes les formes de théorie possibles. Le système total de toutes les formes de théorie possibles constitue la Mannigfaltigkeitslehre. Le projet s'en est révélé irréalisable avec les travaux de Gödel. L'idée n'en reste pas moins valable en d'autres sens du point de vue philosophique. La définition de la Mannigfaltigkeitslehre ne faisait qu'expliciter la signification idéale de l'activité mathématique en tant qu'elle décrit des ensembles d'objets, des multiplicités par la loi des opérations qu'on peut effectuer sur eux. Un tel process, arrivé à sa saturation, doit pouvoir permettre de déterminer de manière univoque tous les individus de l'ensemble, toute proposition ayant un sens dans le système pourra être démontrée comme vraie ou fausse. L'impossibilité d'obtenir la saturation pour tout système égal ou supérieur à l'arithmétique signifie simplement que l'idéal ne peut se réaliser. Il n'en garde pas moins sa valeur en tant que tel. L'opposition du logicisme et de l'intuitionnisme nous semble tenir à une confusion du plan philosophique où doivent se définir les idées régulatrices avec le plan mathématique où l'on ne tient compte que des opérations effectivement réalisables. L'eidétique de l'espace ne sera pas simplement l'étude philosophique du concept, elle englobera la géométrie tout entière. Les mathématiques matérielles et formelles sont qualifiées de sciences d'essence. Cette assimilation par les confusions qu'elle entraînait ne pouvait que discréditer la méthode phénoménologique. Ces défauts appartiennent à l'idéalisme objectif comme tel. La réalisation des essences est le premier pas nécessaire de la philosophie et les difficultés qu'elle soulève ne sont que l'existence d'un dépassement dialectique. La découverte de cette vérité philosophique fondamentale que l'existant présuppose le sens de son être se traduit inévitablement au début par la position de ce sens comme un existant d'une catégorie spéciale. C'est ainsi que la philosophie a commencé par cette affirmation que les choses belles n'existent que par la beauté en soi. L'idée s'est objectivée en se plaçant dans un monde à part. Dès lors, les essences authentiques définies par leur être idéal comme pure signification se confondaient avec le contenu des concepts ordinaires, et la philosophie ne maintenait son sens que par le sentiment que le philosophe garde de sa vocation. Si les choses n'existent que par leur participation à l'idée, dit le vieux Parménide au jeune Socrate, que penser des objets tels que le cheveu, la boue, la crasse ? Je ne me le demande nullement, répond Socrate. Ce que nous voyons, cela existe. Mais quant à dire ce qu'il y a une idée, ce serait, je le crains, trop étrange. Quelquefois, je l'avoue, la pensée m'a tourmenté qu'il faudrait peut-être en admettre pour tout. Mais à peine m'y suis-je arrêté que je m'en détourne en toute hâte, de peur d'aller me perdre dans quelque abîme de niaiseries. Aussi, revenu à mon refuge, aux Jovet auxquels nous venons de reconnaître des idées, le beau, le bien et les autres choses du même genre, c'est d'eux que je fais ma conversation et mon étude. Platon dans le Parménide, on sait comment Platon a voulu réintroduire le multiple et le devenir dans son système par la notion d'une genèse dialectique. La division permettait à l'idée de se donner un contenu par son mouvement propre. Le process n'en reste pas moins sur le plan du pur intelligible et il manque toujours le rapport à l'existence. L'exigence d'un tel rapport menait à l'idée contradictoire dans le platonisme d'une réhabilitation du sensible. Le philèbe, pour constituer le souverain bien, dut faire appel au plaisir. Tel est le mouvement que Husserl a refait au début du XXe siècle. La fraîcheur étonnante de sa démarche permet de parler d'une création nouvelle. Son originalité s'est manifestée de façon profonde dans la méthode. Grâce à la variation, les concepts pouvaient s'analyser avec une précision jusque-là inconnue. Sans doute leur manquait-il un fondement philosophique, mais la technique n'en restait pas moins parfaite en elle-même. Perfection qu'elle devait à l'authenticité avec laquelle l'auteur éprouva la présence de l'idée.
La première thématisation ne pouvait se faire que sur le plan de l'objet. Elle a rencontré des difficultés qui ont motivé son dépassement. Que l'essence définisse l'être de l'existence, cela ne trouve son sens véritable que dans un retour au sujet. Que si l'on prend l'eidos simplement comme objet, son indépendance par rapport à l'expérience ne peut se garantir que par l'élimination de toute référence au réel. Mais du même coup, nous avons exclu le but même de nos recherches, à savoir la constitution du monde par le dévoilement du sens de son être. En fait, le sens renvoie à l'acte, l'être du monde, ce qu'il est authentiquement, c'est ce que nous visons quand nous parlons de lui. La tâche d'une ontologie universelle ne se réalise que par l'explicitation des intentions de la conscience constituante. Le passage à l'idéalisme subjectif ne pose en fait rien de véritable nouveau. L'analyse eidétique était une analyse intentionnelle qui s'ignorait elle-même. L'invariance s'impose à nous parce que si nous le supprimons, l'objet n'aurait plus le même sens, à savoir qu'il ne serait plus le même pour nous. La conscience d'impossibilité n'était que la traduction d'une conscience de signification. Or, la signification, c'est ce qu'est la chose pour le sujet, son être pour moi. Le retour au vécu n'était donc qu'une explicitation. L'analyse de l'essence de l'être découvre son sens véritable en se référant à l'ego, puisque l'essence n'est que le sens que l'être présente par lui. Mais l'explicitation se réalise par un renversement absolu, alors que dans le Logiske Untersuchungen, l'être est posé comme un en soi. Il se révèle maintenant comme n'étant que pour nous. La seconde phase de la pensée husserlienne commence par une métabasis eis allogenos, la réduction transcendantale.